Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver sur cette antenne d'Equinox Télévision pour cet autre numéro de la revue des Grandes Luttes avec nos invités déjà présents sur ce plateau, des invités avec lesquels nous allons découvrir les principales parues ce matin. Et nous démarrons avec la nouvelle expression qui ce matin titre sur la libération de Laurent Gbagbo, les défis qui attendent désormais l'ancien président. Le gouvernement de Ouattara a précipitamment tenu en conseil de ministres hier pour l'encourager à jouer à la Mandela, un rôle historique dans la réconciliation des Ivoiriens. Tout un programme, pense le journal La Nouvelle Expression, qui consacre à cette actualité tout un dossier avec le juge de la Chambre de première instance de la CPI qui a rejeté mercredi la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et leur donné de nouveau leur libération, ceci de façon immédiate. Le journal qui pense que c'est une décision historique et envisage déjà l'horizon 2020 avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jouant un rôle déterminant pour l'avenir du pays. Des réactions dans ce journal avec Jean-Robert Wafo, le ministre du Shadow Cabinet du SDF, qui pense que Laurent Gbagbo gagnerait de son côté à faire un grand pas vers la réconciliation nationale, alors que André Blaise et Sama pensent que c'est une grande victoire pour les peuples africains. On note aussi cette sortie du gouvernement ivoirien qui appelle à la réconciliation. La décision des juges de la CPI de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé était très attendue, mais elle divise puisque le gouvernement rappelle que des pro-Gbagbo et il y a des victimes de Laurent Gbagbo ont manifesté à Abidjan et dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Une décision qui divise donc, d'où l'appel du gouvernement ivoirien dans un communiqué au pardon et à la réconciliation. À lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi ce matin de ce conseil ministériel au Cameroun et Paul Biya qui remplit une formalité. Le chef de l'État n'a donné aucune consigne nouvelle quand il a rencontré ses ministres pour la première fois depuis le gouvernement du 4 janvier. Il leur a tout simplement recommandé la mise en application des programmes déjà connus. Commémoration Ernest Ouandié célébrée à Bafoussam. Une équipe conduite par Hilar Kamga de l'Off Orange est allée se recueillir sur les différents sites où ce héros de la lutte pour la libération du Cameroun a reçu les balles assassines, ainsi que sur sa tombe. Scandale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Le SDF maintient ses manifestations. La région du littoral et ses partenaires de la société civile programment l'organisation donc des marches populaires pacifiques à partir du 20 janvier. Délai donné pour lancer les manifestations de protestation contre l'impunité qui a prévalu après le scandale. Le journal Le Messager, lui, titre ce matin sur ce conseil ministériel, septennat des grandes opportunités. À la une du journal Le Messager, Paul Biya perpétue la monotonie. Le chef de l'État a présidé hier le premier conseil de ministres de l'air, John Gouté, le premier ministre qui a assisté à la première rencontre du genre, présidée par le chef de l'État, les membres de son équipe qui ont assisté tout aussi à leur baptême de feu qui reste du moins un rendez-vous difficilement tenu du fait des raisons inavouées. Les conseils de ministres au Cameroun qui ne respectent aucun calendrier, nous dit le journal Le Messager, mais surtout le journal ajoute que ce conseil n'a apporté aucune réponse concrète aux préoccupations des Camerounais, les grandes préoccupations de l'heure. Le journal nous parle aussi de la Fédération camerounaise de football qui est au bord de la faillite, la FECAFOOT qui croule sous une dette estimée aujourd'hui à près de 1480 milliards de francs CFA. On parle de CFA et on rejoint le quotidien de l'économie qui s'intéresse à l'augmentation du prix de la bière ce matin. Le quotidien de l'économie qui parle de consommation, ce sera 50 francs CFA en plus sur la bière. La décision actée au sein du gouvernement ne correspond malheureusement pas aux préoccupations et aux prévisions des brasseurs, nous dit le quotidien de l'économie qui parle aussi de la cartographie de la croissance mondiale par zone économique en termes de perspectives dans ces colonnes ce matin, ou encore d'infrastructures avec 27 milliards de francs CFA du budget d'investissement public pour l'autoroute Yaoundé-Simalène. Éco Matin reste sur les finances avec les 9 banques crédibles du Cameroun selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, qui vient de publier un rapport sur les établissements éligibles aux interventions de la BEAC. Ces établissements de crédit, banques et établissements financiers sont admis au marché monétaire sur décision du gouverneur de la BEAC et ceci après avis favorable de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, dont
des établissements dont les noms ne figurent pas dans cette liste peuvent tout simplement, selon le journal Eco-Matin, se poser des questions. Le financier d'Afrique fait un zoom ce matin sur le port autonome de Douala, sa grande une, terminal à conteneurs, zoom sur les 5 prétendants au port de Douala, CMA Terminals, Dubai Port World, Hutchinson Port Investment Limited, Red Sea Gateway Terminal et Terminal Investment Limited sont les entreprises retenues par le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Songo. À lire dans les colonnes de ce journal qui nous parle aussi de marché de titres avec le Cameroun qui va émettre 260 milliards de francs CFA de titres publics en 2019 ou encore du nouveau gouvernement du côté du Gabon, le nouveau gouvernement qui prend fonction au Gabon après la prestation de serment devant le président Ali Bongo Ondimba. Génération libre titre ce matin sur l'affaire Congelca, mais s'interroge sur cet acharnement. Le rapport 2017 de la CONAC qui est tout simplement une affabulation. L'entreprise leader dans les importations de poissons au Cameroun qui rejette en bloc ces accusations. Les Nigérians et Chinois comme pièces de rechange sous le contrôle de certains Camerounais tapissent dans la haute administration ou encore des poursuites judiciaires contre la Commission nationale anticorruption, la CONAC que dirige le révérend Dieudonné Massingams qui sont déjà tout simplement engagés. Et puis mutation s'intéresse au conseil ministériel. Pour mutation, c'est comme une formalité. Voilà la grande une du journal qui ajoute que près d'un an après, le chef de l'État s'est à nouveau prêté à l'exercice. C'était hier. Le conclave a essentiellement tenu en la communication spéciale de Paul Biya, une communication qui a tenu sur un peu plus de 15 minutes, du réchauffé servi au ministre, nous dit le journal Mutation ce matin. C'est à lire. En tout cas, en termes de compte rendu chez ce qui à retenir de cette rencontre, ce conseil ministériel, à la page 7 et Cameroun Tribune pour terminer, qui titre aussi sur ce conseil ministériel, équipe gouvernementale, le discours du coach Biya, président hier, le premier conseil des ministres consécutif au réaménagement du gouvernement du 4 janvier dernier. Le président de la République a prescrit collégialité, solidarité et ardeur au travail pour faire face aux défis de l'heure. Le journal propose donc des pages spéciales, page 2 à la page 5, ou encore en anglais, January 4 Cabinet Reshuffle, Paul Biya galvanizes new government. You can have it at page 2, 3, 4 and 5 of Cameroon Tribune this morning. Cameroon Tribune also talks about fighting against corruption. Cameroonian, Nigerian commissions strategize officials of the Nigerian Economic and Financial Crime Commission and those Cameroon National Anti-Corruption Commission had a working session in Yaoundé. It was yesterday, January 16, 2019. You can have all the details of what happened during this working session at page 9 of Cameroon Tribune this morning. Kaminede, bonjour. Bonjour Eric Martial Diomont, bonjour téléspectateurs de Equinox Télévision, bonjour à Guy-Hervé Fongan. Voilà, bonjour Guy-Hervé Fongan. Bonjour président Eric Martial Diomont, bonjour nombreux téléspectateurs qui prennent du même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous au Cameroun. On va dire, vous êtes de couleur sombre comme moi. Je voulais simplement ce matin avoir une pensée pour Ferdinand Dinda, député, ex-député du Djaïlobo, sénateur suppléant, qui est décédé à peine quelques heures, donc mardi pour être plus précis. Donc vous savez ma sensibilité pour ceux qui ont le courage d'écrire, de produire des ouvrages. Donc c'était un des rares parlementaires présenté comme l'un des cadres les plus démocrates, voilà, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous vous souvenez sans doute des députés de Brousse, la couleur du Gombo, etc. Donc il avait un côté prolifique que j'appréciais, que j'admirais. Donc on va prier pour que son âme puisse reposer en paix. Voilà, merci. Et d'ailleurs, quelques journaux s'intéressent à cette actualité nécrologique ce matin. Alors, avant, on démarre avec deux faits majeurs en Côte d'Ivoire et au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on parle de la libération de Laurent Gbagbo qui a
provoquer un conseil ministériel. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression à sa une. Mais avant d'arriver sur ce conseil ministériel, La Nouvelle Expression présente donc les défis qui attendent de l'ancien président, tout un programme, et La Nouvelle Expression qui insiste, tout comme le gouvernement ivoirien, sur un aspect, la réconciliation et le rôle historique que pourraient jouer ces deux personnalités, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Kaminele. Ben, vous savez, à lire la presse camerounaise et à lire les réseaux sociaux, on réalise que le public, le grand public camerounais a beaucoup de sympathie pour Laurent Gbagbo. Mais quand on lit aussi la presse ivoirienne, on verra qu'il y a aussi de l'autre côté en Côte d'Ivoire des gens qui ne se réjouissent pas spécialement de la libération de M. Gbagbo, qui estiment que c'est une injustice et qui se demandent qui va réparer le mal qui a été fait. Parce qu'il y a aussi au bout du compte 3 millions de morts en Côte d'Ivoire. Donc moi je pense 3 000 morts. 3 000, excusez-moi, 3 000 morts parce que M. Laurent Gbagbo avait décidé de rester au pouvoir. Donc, il est libre aujourd'hui. Il a été arrêté au terme d'une procédure bâclée parce que les chefs d'inculpation qu'on lui avait collés ne collaient pas à la réalité du terrain, de ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve dans une situation où on ne pouvait pas l'inculper pour les motifs graves de crime contre l'humanité, machin de guerre et tout cela. Mais on aurait pu l'inculper pour beaucoup d'autres choses. Et on ne peut pas dire qu'il n'a aucune responsabilité sur les 3000 morts de la crise post-électorale. Il est libre aujourd'hui, c'est une très bonne chose, parce que la CPI, moi j'ai toujours estimé que c'est une juridiction unique dans la mesure où elle ne s'intéresse qu'aux gouvernants africains et aux hommes africains, et parce que les tenants de la politique mondiale, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, ont dit que ces pays-là ne sont pas concernés par la CPI. C'est pour ça que la CPI ne s'occupe que des nègres. Mais il aurait bien été intéressant de pouvoir aussi demander des comptes à certains chefs d'État du bloc occidental sur les guerres qu'ils provoquent, sur les conséquences des guerres, sur les conséquences des crises qu'ils fomentent. On aurait été bien content de voir un Poutine ou un Sarkozy ou un Bush être interpellé par la CPI. Donc moi, j'ai toujours dit que la CPI est un marché de dupes. Et bon, M. Gbagbo s'est retrouvé là-dedans. On ne peut pas dire qu'il est absolument innocent, mais les motifs pour lesquels il a été interpellé ne reposaient sur rien. C'est pour cela qu'il a tout de même fait 8 ans de prison. Il est libre aujourd'hui. Bon, il s'est devenu un citoyen libre. M. Blé Goudé aussi est libre. Mais j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte. Les gens ne se souviennent pas qu'au plus fort de la crise ivoirienne, les discours que tenait M. Blé Goudé, ce n'étaient pas des discours sirupeux. Ce n'étaient pas des discours, non. C'était des appels à la violence. Et même il s'était même donné le nom de général de la rue. Donc je veux donc dire qu'aujourd'hui, ces deux hommes politiques qui sont libres aujourd'hui, c'est une bonne chose qui retrouve la liberté, mais seulement, comme certains journaux le disent aujourd'hui, Jean-Robert Ouafo, par exemple, l'a dit qu'il a intérêt à participer à la construction de cette réconciliation nationale. À la réconciliation, parce que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée déchirée après ça. Absolument. Une Côte d'Ivoire peut-être encore déchirée en raison de cette situation, si l'on s'en tient aux unes dont vous faisiez évocation, aux unes des journaux du côté d'Abidjan et du côté des grandes villes ivoiriennes. Quel rôle justement peuvent-ils jouer dans cette structuration finale de la réconciliation dans ce pays? Non, j'ai envie de dire que je suis un peu surpris par le propos du doyen, parce que la vérité, on est obligé de rétablir les faits et reconnaître que Laurent Gbagbo a toujours été un homme de paix, contrairement à ce qu'on pense. Il n'a pas été un vent en guerre, sinon les choses seraient triplement pires que ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que c'est même un de ses plus gros péchés d'avoir accepté aller aux élections dans un pays qui était divisé. Donc, il y a eu Marcoussi 1 et 2. Un des reproches qui est fait à Gbagbo, c'est de n'avoir pas accepté qu'il y ait un désarmement complet d'une partie de la population. Du territoire ivoirien. Il est quand même aux élections malgré tout ça, parce qu'il tenait à ce que le pays soit pacifié. Et donc, je suis convaincu que c'est un monsieur qui va rester constant. D'ailleurs, je suis heureux de ce que le groupe Equinox, notamment Equinox, a consacré plusieurs séries à l'actualité de la Côte d'Ivoire, La Nouvelle Expression pareil. Donc il y a plusieurs traitements de cette actualité-là. D'ailleurs, le Equinox au plus haut sommet, vous avez vu les éditorialistes comme moi qui est monté au créneau
ces jours-ci pour donner sa version des faits. Non, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est historique. Parce que voilà, un monsieur qui a passé 7 ans en prison pour rien. On aura beau appeler Laurent Gbagbo à puiser les cœurs, à s'asseoir sur la table de réconciliation. Sauf que j'ai envie de dire que Gbagbo ne s'appartient plus. Il y a tout un peuple ivoirien qui a été meurtri et qui réclame justice. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Parce que la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux pour faire la guerre. Alors, on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'il y ait cette justice des vainqueurs là. Et donc, même si Gbagbo décide de s'asseoir à la table de réconciliation, vous avez une immense partie du peuple ivoirien qui demandera à ce que justice soit rétablie, parce que vous avez un camp, notamment le camp Alassane, qui a été dramatiquement élu, avec Guillaume Soro, qui n'ont jamais vraiment rendu compte à qui que ce soit. Et donc, un jour ou l'autre, ils seront appelés ils seront appelés à témoigner et justice sera rendue quant au rôle macabre qu'ils ont joué dans la crise ivoirienne. Bon, maintenant, je suis de ceux qui pensent fortement que Gbagbo n'a jamais vraiment dirigé la Côte d'Ivoire, parce que le mandat qu'il a eu était un mandat totalement ébranlé. Donc il aura pour cette fois au moins une chance. Et vous le voyez président, au moins qu'il prenne ce mandat et qu'il puisse diriger au moins un mandat à la Côte d'Ivoire de manière sereine et pacifiée, et qu'après les jeunes comme Guervé, montent au créneau. Quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de ce conseil de ministres tenu hier et surtout de l'appel? D'aucuns estiment que c'est un conseil de ministres et c'est un gouvernement ivoirien qui est un peu dans l'embarras après cette libération de Laurent Gbagbo. Voilà, d'autres estiment qu'il faudrait désormais redistribuer les cadres. Quelle lecture est-ce que vous faites de la tenue et surtout du contenu de ce conseil de ministres relativement à cette actualité? Non, il y a une cohérence dans ce conseil de ministres, parce qu'il ne vous a pas échappé que Simone Gbagbo a été libérée ou elle est sortie de prison du fait de la magnanimité du président Ouattara. Ça veut dire que quelque part, bon, peut-être que quoi qu'on dise, le Saint-Esprit finit par agir même chez les démons. Bon, enfin, c'est façon de parler, parce que la vérité, aujourd'hui, voilà, Laurent Gbagbo qui est libéré. Il n'a peut-être pas vu ça venir, mais je veux dire qu'il est quasiment dos au mur. Il ne peut pas, de manière objective, s'opposer au retour du Gbagbo. J'ai été heureux de ce que le gouvernement ivoirien dise que le porte-parole monte au créneau pour indiquer que le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire dépend uniquement de lui-même. Ça veut dire que contrairement, parce que moi j'avais une inquiétude, que dès que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, qu'on ouvre un autre procès. Ça a circulé d'ailleurs avec d'autres chefs d'accusation pour l'inculper. Donc tout semble balisé, tout porte à croire qu'il va rentrer. Donc ce conseil de ministres est j'allais dire, est dos au mur. Ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'ils ont dit en ce moment. Parce que avoir une démarche contraire serait embraser la Côte d'Ivoire et serait totalement plongé la Côte d'Ivoire dans l'abîme et dans le désordre. Donc ils ont la posture du gouvernement intérêt de faire ce qu'ils ont ivoirien. Parce que Ouattara est partant, évidemment. Au lendemain de cette décision de la CPI, Camille. C'est une posture pragmatique, c'est une posture sage. Le gouvernement ivoirien ne pouvait pas se tenir pour dire que bon, écoutez, Gbagbo est arrivé, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Non, moi je pense que ce gouvernement, en se tenant en disant que bon, ce monsieur est libre aujourd'hui, il est libre de rentrer en Côte d'Ivoire, toutes les portes arrangées, vous voyez que les portes sont ouvertes pour que nous ne retombions pas dans une autre crise, et que si on peut faire quelque chose pour la réconciliation des cœurs, qu'on le fasse. Parce que quand on parle, Guy avait tout à l'heure dit que pour faire l'amour on doit être deux, pour faire la guerre on doit être deux, et pour faire la paix il faut être deux. Donc il ne faudrait pas que la paix aussi ce soit seulement pour les uns et pas pour les autres. Donc moi je pense que c'est une posture, une attitude pour moi cohérente et pragmatique. On ne pouvait pas attendre moins d'un homme aussi intelligent que Alassane Ouattara. Voilà qui est dit. Alors, une actualité que nous allons tout simplement continuer à suivre. Beaucoup s'interrogent sur what next, que ce sera quoi la suite, où se trouve Gbagbo en ce moment. On sait qu'il l'a annoncé en Belgique. La suite, c'est aussi que... Mais pour le moment, il est encore à La Haye. Oui, non, je vais dire une seule phrase pour dire que vous avez, il y a quelques semaines, Henri Konan Bédié a exprimé un accord entre son parti et celui de Gbagbo. Ils ont signé une sorte d'accord pour les élections à venir. Il n'était même pas encore question de la libération de Gbagbo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Gbagbo qui sort de prison, ça va redessiner de manière totale la carte, parce qu'entre Henri Konan Bédié qui va se rallier à Laurent Gbagbo, Gbagbo
à défaut d'être un roi, sera en Côte d'Ivoire au minimum un faiseur de roi. Oui, je pense il serait aussi absurde de penser que la Côte d'Ivoire ne serait qu'une mare où on retrouve les mêmes crocodiles. Conan Bédié qui est là depuis près de 40 ans, ou Ouattara qui est là depuis 40 ans. Qui surfe sur les alliances à gauche, à droite. Non, moi je pense que c'est pas ce même Conan Bédié qui avait fait alliance avec Ouattara contre Gbagbo. Alors, oui, sauf qu'il a fait son mea culpa, oui, mais il est revenu à la raison. Il l'a fait. Il est revenu à la raison et Gbagbo a accepté sa main tendue. Oui, mais pourquoi faudrait-il que ce soit que la Côte d'Ivoire soit une mare réservée uniquement aux mêmes crocodiles? Moi, je pense qu'il y a une jeunesse. Est-ce que ce n'est que l'apanage de la Côte d'Ivoire finalement? En tout cas, pour sortir de ce débat, non. On va. Et je pourrais même aller plus loin pour dire que la seule chose que M. Gbagbo pourrait faire, c'est pas seulement d'être président de la République. Hein? Parce qu'il y en a qui se disent que d'être comme il est sorti, et Guy Abou-Fongan l'a dit. Qu'on retienne bien que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Comme à défaut d'être roi, il sera au moins faiseur de roi. Au moins. Là, on est d'accord. On poursuit, messieurs. Il y a eu conseil ministériel hier du côté d'Abidjan. Il y a eu conseil ministériel à Yaoundé. Et de nombreux journaux se sont intéressés aussi à ce conseil ministériel. D'ailleurs, l'ont embarré les grandes unes avec justement ce conseil ministériel. Cameroun Tribune qui nous parle du discours du coach Biya, ou encore le journal Le Messager qui nous dit que Paul Biya perpétue la monotonie, alors que du côté de la Nouvelle Expression, on dit Paul Biya a rempli une formalité. Un conseil des ministres de 16 minutes, c'est vraiment une formalité. Je ne sais pas si on peut trouver un autre nom, un autre qualificatif. Un conseil des ministres aussi attendu que celui-là pour un gouvernement tout neuf qui vient de descendre de son berceau. 16 minutes pour leur dire que, bon, écoutez, messieurs, j'attends de vous que vous suiviez les objectifs tracés. Et l'objectif tracé ici, c'est notre objectif dans 25 ans. Hein. Horizon 2035, vous y allez, vous faites ce que... Et puis, sachez que je vais continuer ma lutte contre la corruption. Pour le reste... Le document de stratégie pour le développement et alors, moi, je pense que c'est un conseil des ministres, bon, je ne pourrais pas le qualifier de sommaire, mais c'est un conseil des ministres assez bref. Bon, c'est certainement pour cela que le Messager l'a qualifié de monotone. Oui, mais puisque le Messager pense que c'est un conseil qui n'a pas apporté de réponse concrète, il n'y a pas eu de débat sur les grandes questions d'actualité, pense le journal, pas de réponse concrète aux grandes préoccupations de l'heure des Camerounais. Guy Abou-Fongan, monotonie et formalité, voilà les mots qui reviennent dans les principales unes ce matin. Comme une formalité, nous dit le journal Mutation, tout simplement, qui estime, en tout cas pour certains observateurs, que c'est un conseil déjà qui se tient de façon irrégulière, mais surtout c'est un conseil qui n'apporte aucune réponse, qui reste tout simplement dans le formalisme gouvernemental. Oui, ça me conforte dans l'idée que j'ai toujours défendue ici, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est une espèce d'aristocratie de la nonchalance. Et donc, je ne suis pas surpris que ce conseil ait duré 15 minutes. 16 minutes. Bon, vous avez enlevé une minute. Bon, que ce conseil ait duré 16 minutes, c'est simplement, ça me conforte dans l'idée que j'ai toujours eu de ce gouvernement-là. Et pour dire que on ne pouvait pas attendre grand-chose de cette façon de procéder du président Paul Biya qui est, et comme vous le savez, je veux dire qu'on ne se refait pas à un certain âge. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il va se réinventer. Il a toujours fait comme ça. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse les choses différemment. Dans des pays sérieux, le Conseil des ministres se tient au moins de façon hebdomadaire. Vous savez que de manière, au minimum une fois tous les mois, au minimum, ça permet aux gens, au gouvernement de fixer le cap, les directives et d'évaluer les ministres qui sont en fonction, de voir si la feuille de route qui est indiquée est respectée par... Je crois que dans toutes les organisations sérieuses, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez une feuille de route, un cahier de charge, vous avez un job description, il est normal que tous les mois ou au moins une fois par mois, que vous vous asseyez avec celui qui vous a confié la responsabilité d'effectuer le travail, qu'on évalue pour voir si les objectifs ont été atteints ou pas, de manière à ce qu'on puisse réguler, faire des réajustements nécessaires. Bon, si le Conseil ministre se tient au Cameroun, j'allais dire une fois... J'imagine que vous cherchez la période. Une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, quand même, ça craint. Donc, c'est la preuve qu'on est dans un État qui n'est forcément pas dirigé. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On a quand même remarqué que, en dehors de ce conseil ministériel, on avait quelques ministres quand même sur le terrain
qui, au lendemain de leur installation, ont pris leur bâton le pèlerin. Justement, vous me permettez d'évoquer l'efficacité de l'action gouvernementale au regard de ces expressions utilisées par la presse ce matin, monotonie, formalité, dans ce contexte ou dans cette mare. Comment envisager véritablement et concrètement une certaine efficacité dans l'action gouvernementale? Moi, je pense que cette efficacité recherchée doit d'abord commencer par la prise du pouls du pays. On a vu quelques ministres déjà descendre, faire le tour des ministères, faire le tour de leurs collaborateurs avant le conseil, et d'autres vont continuer, c'est tout à fait normal. Il y en a qui n'avaient jamais été ministres, donc c'est tout nouveau. C'est important de faire le tour du propriétaire et de s'entretenir avec les collaborateurs, parce que c'est pas facile d'être ministre aussi. Et ministre dans un gouvernement comme celui-ci. Donc moi je pense que l'efficacité, bon, le président de la République a bien dit, la cohésion gouvernementale, c'est-à-dire vous devez être soudés derrière forcément le Premier ministre et derrière mes instructions. Donc on attend de voir. On attend de voir les maçons au pied du mur et on attend de voir tous ces vieux ministres qui étaient là depuis très longtemps, qui ont été reconduits, qui n'avaient pas été particulièrement brillants lors des années à venir. On va bien voir ce que ces ministres vont apporter de nouveau aujourd'hui. C'est tout. Donc moi je pense que faire des commentaires sur ce conseil de cabinet assez bref, je pense qu'il ne servait à rien. Au moins, il a permis à ces nouveaux ministres de serrer la main du chef de l'État. Une fois encore. Non, pour la deuxième fois, en l'espace de quelques temps. Et je pense que la prochaine fois, ce sera encore dans un an. Non, voilà, c'est un bon pronostic. Alors, Cameroun Tribune nous parle du discours du coach Biya, un discours galvanisant, un discours pour remobiliser les troupes, pense le quotidien gouvernemental dans ses colonnes ce matin. Oui, pour emprunter à la métaphore du foot, c'est-à-dire que je vais m'essayer à prêcher aux convertis que vous êtes. Faut dire que vous savez que le coach a il a un impact réel sur ses joueurs. Le discours que le coach tient peut fragiliser ou booster un joueur sur le terrain. Donc on a vu avec José Mourinho, on a vu avec des joueurs qui sont partis d'un club à un autre, qui avaient des rendements, j'allais dire quasi nuls, mais une fois qu'ils ont atterri dans les mains de Mourinho, ils ont fait ils ont été des footballeurs que personne ne reconnaissait plus. Ou vice-versa. Ouais, ou vice-versa évidemment. Donc on peut parler de Ronaldinho qui est parti au Paris Saint-Germain, il est arrivé au Barça, il a été un des meilleurs joueurs du monde. Donc des exemples comme ça, on peut les multiplier. Non, pour revenir à la politique, pour dire que c'est important. Et il me semble que le président a demandé d'aimer le Cameroun et non d'aimer le président Paul Biya. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont enfermés dans une sorte d'idolâtrie et de griotisme qui donnent l'impression qu'ils aiment plutôt le président au lieu d'aimer le Cameroun, avec un laisser-aller et un degré de prévarication où les gens ont fait même bas sur la fortune publique. Et donc, il est important que le coach tienne ce type de discours assez poulain. Il faut aimer le Cameroun. Mais ma question va plus dans le sens de quel peut être l'impact de ce discours du coach assez poulain, tel que nous le rapporte Cameroun Tribune, qui parle de solidarité, voilà quelques éléments de ce solidarité discours. Gouvernementale, cohésion, etc. Oui, parce que relativement grand défi qui interpelle le Cameroun. Oui, parce que l'autre vérité par rapport à notre environnement, c'est que très souvent on a le sentiment, et c'est une autre réalité, c'est que les ministres se font la guerre les uns les autres. Parfois ils prennent la presse à contribution ou se font la guerre par médias interposés. Et donc le président qui forcément voit tout ça, estime qu'il n'y a pas de véritable cohésion gouvernementale. On l'a encore remarqué avec le scandale de la CAN, avec Ferdinand Ngongo, avec le ministre des Sports, etc. C'était carrément une guerre ouverte. Et donc il n'y a pas cette solidarité gouvernementale quand il y a des problèmes majeurs. Mais est-ce qu'il y a eu un scandale qui avait fait il y a un scandale, la CAN. Il y a eu un glissement de date. Le seul fait que nous ait retiré la CAN, il y a eu un glissement de date. Oui, bon, bref. Encore qu'on n'est pas sûr 2021 que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que ce type de discours-là, de cohésion, d'appel à la cohésion, à la solidarité gouvernementale, c'est au regard de ce qu'il a observé depuis plusieurs décennies, comment se comportent ces ministres qui se font la guerre les uns les autres. Donc il doit aujourd'hui. Et puis un autre contexte qui est important, ce gouvernement intervient dans un contexte assez particulier où vous avez dans quelques mois, dans 8 mois pour être plus précis, les élections législatives et municipales où il faut implémenter la politique gouvernementale et
Et de ce point de vue, les élus locaux seront un levier déterminant pour l'implémentation de cette politique gouvernementale, au-delà des ministres. Donc c'est pour dire que chacun sera appelé à aller sur le terrain, mouiller le maillot pour consolider les acquis ou alors transformer les grandes opportunités en actes. Alors si ils continuent à se faire la guerre les uns les autres, alors que la plupart des partis politiques sont donnés le mot d'ordre, c'est minimum 200 mairies. J'ai entendu ça du PUR, j'entends ça du Parti Univers, j'entends ça du MRC. Ça veut dire que la bataille sera rude. Et donc, le président a intérêt à avoir des ministres qui mouillent le maillot et qui permettent, encore qu'on ne se cache pas pour le dire, on a aujourd'hui, la plupart des ministres dans notre environnement sont fonction de leur poids électoral. Des gens qui peuvent drainer. Donc ce sera également une autre occasion pour cela, pour le président, de mesurer leur capacité à drainer un électorat derrière eux. Voilà. Et au moins, quitte à conserver les mairies ou les municipalités déjà acquises au DPC. Donc, pour y arriver, il a besoin qu'il y ait une cohésion, dans l'action gouvernementale. Mais il y a une curiosité au Cameroun. Qui a dit que la fonction d'un ministre, c'est d'être un homme politique? C'est la vérité, c'est le Cameroun. Bon, c'est le Cameroun, mais moi je pense... Dans la pratique. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais les régions qui n'ont donc pas de ministre, comment ces régions vont faire? Ils ont les directeurs généraux. Allez, messieurs, sortons de ce gâteau national pour évoquer une actualité en perspective. En tout cas, c'est le Social Democratic Front qui annonce et qui maintient ces manifestations relativement au scandale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 retiré au Cameroun. Ça part de la région du littoral, de la base SDF dans la région du littoral, qui programme donc des marches populaires pacifiques à partir du 20 janvier, délai donné pour lancer des manifestations de protestation. Ceci contre l'impunité qui a prévalu après le scandale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le SDF égale à lui-même finalement au regard de cette marche en perspective. Le SDF égale à lui-même. Le SDF veut comprendre. Le SDF refuse de se contenter de l'hypothèse du glissement de date. Le SDF veut manifester parce que le SDF estime, comme l'a dit Yahvé Fongang tout à l'heure, et comme le pensent beaucoup de Camerounais, qu'il y a eu un scandale, qu'il y a de l'argent qui a été détourné, on a jonglé avec de l'argent, on a jonglé avec les marchés de gré à gré, on a jonglé avec les délais, on a surmultiplié les coûts. Donc le SDF a envie d'aller. Mais alors, dans cette perspective, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des interdictions de marche. Parce que même pacifique, tant qu'on estimerait qu'il n'y a pas eu de scandale, est-ce que vous pensez qu'on peut permettre qu'il y ait une marche alors qu'il n'y a pas de scandale? Parce que s'il y avait eu un scandale, on aurait ouvert une enquête, on aurait interpellé des gens, on aurait mis même sur pied, comme le SDF l'a d'ailleurs demandé certains partis, on aurait déclenché une enquête parlementaire. Mais il n'y a rien eu du tout, on ne parle de rien du tout, on ne parle que d'un glissement de date. Alors si le SDF, lui, veut amener les gens ou pousser les Camerounais à s'insurger contre le retrait de cette canne à cause de scandales qui ont été d'ailleurs largement dénoncés, aussi bien dans les réseaux sociaux que dans les journaux, le SDF reste égal à lui-même. Mais moi, la crainte que j'éprouve, c'est que ces marches pacifiques seront interdites. Alors, sur ces marches. Non, il faut dire non. J'ai envie de dire au doyen que s'il avait, comme moi, lu le code Biya, ou bien les silences du président, il n'aurait pas le poil hérissé en ce moment. Il faut dire que le président, il est vraiment cohérent dans sa démarche. Souvenez-vous, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale, avec les Marafa et autres, les Abba, c'est plusieurs années après qu'ils ont été interpellés. D'aucuns ont même été promus. C'est après ça qu'ils ont été interpellés et incarcérés en Condengui. Donc, vous avez remarqué également, comme moi, que tous ceux qui ont été au cœur de la CAN ont été reconduits à leur poste ministériel. Et observez bien la cohérence du président. Il dit que les chantiers doivent être livrés à date, le jour dit. Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser ceux qui ont commencé le boulot l'achever. Peut-être qu'après ça, qui va frapper. Et maintenant, le SDF, il faut laisser le SDF dans cette démarche. Parce que je suis parmi au moins, voilà, une marche qui n'est pas, j'allais dire, strictement politique. Aujourd'hui, les Camerounais sont énervés. On nous a retiré cette canne-là. D'ailleurs, canne a eu lieu en 1972. Vous imaginez, beaucoup de Camerounais comme moi risquent de mourir sans voir le pays organiser une canne. On ne peut pas avoir des joueurs comme Samuel Eto'o qui, avec tout ce qu'il a fait pour le football africain et mondial, risque de finir sa carrière sans jouer une canne dans son pays. Je dis que c'est une injustice qui n'est pas normale. Sa carrière internationale officiellement terminée. Donc, il veut dire qu'il risque de prendre sa retraite. Il n'a pas encore pris sa retraite. Prendre sa retraite sans
ont livré une canne en souci, que ce n'est pas normal. Il faut bien qu'on laisse les Camerounais exprimer leur colère et leur mécontentement. Vous savez, comme moi, j'allais dire, vous pensez que cette marche le bonheur national avoir lieu, être encadré comme... Oui, oui, il faut qu'on laisse les Camerounais exprimer leur mécontentement. Vous savez comme moi, le bonheur national brut que produit le sport, et en l'occurrence le football, qui est la seule religion de ce pays. Mais on nous prive d'un événement aussi important. Il faut qu'on laisse les gens exprimer leur colère et leur mécontentement. C'est pas normal. Là, vraiment, on a sérieusement fauté. On a réussi à faire mentir tout un président. Et je pense que là, peut-être, Honorable Nitieux est même en train d'exprimer de manière indirecte son amour pour le président, pour le bien. Qu'on a fait mentir à Mondo Vision. Il faut bien que les Camerounais disent qu'ils ne sont pas contents de cette attitude grotesque. Voilà qui est dit. On termine en quelques secondes sur cette une du quotidien de l'économie. Ce sera 50 francs en plus sur la bière. Au-delà de toutes les supputations qui ont accompagné la nouvelle loi des finances, eh bien on retient le plus important pour les consommateurs de ces produits, que ce sera 50 francs, non pas 200 francs, ou non pas les montants pharaoniques ou astronomiques qui avaient été projetés à un certain moment. Mais quel est ce débat grand guignolesque sur le prix de la bière? Il est vrai que les Camerounais sont complètement abrutis par la bière. Vous n'avez qu'à voir comment les Camerounais, le soir, sur les trottoirs et devant les ventes d'emporter, s'empiffrent de bière. Les Camerounais font partie des plus grands consommateurs de bière d'Afrique. C'est peut-être ça qui les rend aussi indolents. Mais moi, je pense que depuis un certain temps, et la presse, et les hommes politiques, et les réseaux sociaux qui sont en train de s'agiter autour de l'augmentation du prix de bière. Moi, je vais vous dire une chose, même si on augmente la bière de 100 francs, les Camerounais vont continuer à boire. Les gens ne descendront pas dans la rue. Mais cependant, focaliser le débat autour de l'augmentation du prix de la bière, moi, je ne sais pas. En Algérie, il y a une révolte parce qu'on avait augmenté le prix du pain, mais pas le prix de la bière. Donc, moi, je pense que, pour moi, c'est un débat assez suranné. Et qu'on augmente de 50 francs ou qu'on le mette de 100 francs, 100 francs, les Camerounais continueront à lever le coût de le menton. Voilà. Non, mais c'est un business comme qui prospère sur le business des bars et de la bière. Je veux dire que vous faites difficilement 100 mètres ou 200 mètres sans rencontrer un bar. Donc si quelqu'un veut investir, s'il investit dans la bière et dans les bars, il est sûr que ça va marcher. Donc vraiment, c'est un débat, j'allais dire, futile, totalement inutile. Les Camerounais n'ont pas ce type de problématique. La preuve, c'est que vous avez les bars à tous les 100 mètres et qui sont pleins à longueur de journée. Allez, même malgré cette annonce d'augmentation. Voilà. Merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous, chers téléspectateurs qui resté en notre compagnie. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro. Très bonne suite sur Equinox Télévision.